traditionnel de travailler. Il est revenu aux pratiques des anciens, comme Stéphanie. Il est allé chercher sa science vers les anciens, avec aussi des scientifiques d'aujourd'hui comme Piero Molo qui lui ont appris ce qu'il savait de manière empirique, à savoir qu'une huître se nourrit de plancton, et le plancton, qui vient de la mer, c'est la première cellule de vie sur Terre. Si on n'a pas de plancton, il n'y a pas de vie sur Terre. Donc ça part de là. Et nous sommes dans la Ria d'Etel. C'est un peu pour ça que je crois vous m'avez fait venir aujourd'hui. C'est que c'est un bassin versant qui, à sa petite échelle, résume ce que l'homme et la nature ont comme connexion, dont parlait Carlo tout à l'heure, à savoir que tous les fleuves mènent à la mer. La Ria, c'est un aber, c'est un terme géographique qui explique que l'eau de mer entre dans les terres, mais évidemment, le bassin versant amène l'eau douce des terres en mer. C'est là que se crée le plancton, à la rencontre des eaux douces et des eaux salées, et c'est là que vivent les huîtres depuis des millénaires pour se nourrir de plancton. Donc nous vivons dans un endroit qui a le nom de l'Istrek. Istres, en breton, ça veut dire une huître. Istrek, c'est le pays de l'huître. Et vraiment, c'est immémorial. Donc, que l'ostréiculture soit là, c'est normal. C'est quelque chose depuis toujours. Alors moi, je suis arrivée là avec ma façon bucolique de voir les choses. Le paysage était magnifique. Je n'allais pas à la marée, j'allais faire une balade en bateau. C'était vraiment quelque chose de très, très joli. La première question que j'avais posée à Jean-Noël, c'était de savoir s'il continuait à voir la beauté du paysage tout en y travaillant. Parce que se réveiller le matin et voir un lever de soleil sur l'eau, ça reste magique. Après, il y a un petit peu de la réflexion derrière, ouais, mais il va falloir que je mette mes cuissardes, il va falloir que je mette 3 manteaux et que j'aille mettre les mains dans l'eau pour travailler ce produit-là qui, au final, n'est pas que de semer une huître et de la prélever avant qu'elle arrive dans l'assiette. C'est quand même pas mal de manipulation avant. Bref, je m'égare. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Et ce retour à une méthode naturelle a provoqué quelle réaction de la part du milieu ostréicole? On est un peu isolés. Vous êtes des Indiens Oui, on est les Gaulois, les Astérix et Obélix. Ça a été pris, les Gaulois. Oui, c'est déjà pris. On est irréductibles défenseurs d'une pratique, d'un savoir-faire traditionnel, à savoir qu'on met les huîtres dans les meilleures conditions pour pousser, mais on ne fait rien d'autre. Il n'y a aucun intrant, évidemment. Les huîtres, elles viennent toutes du milieu naturel, elles sont nées en mer. Il existe des huîtres qui sont nées en laboratoire, qu'on appelle les huîtres d'écloserie. Dans ces huîtres d'écloserie, il y a 2 types. Il y a les diploïdes et les triploïdes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais diploïdes, c'est 2 paires de chromosomes comme tout être reproductible. Et triploïdes, c'est censé être stérile, ce qui apporte l'avantage à l'ostréiculteur d'avoir un circuit de production plus court, 2 ans au lieu de 3, et de vendre ces huîtres toute l'année. Les huîtres de 4 saisons, vous connaissez tous, je pense, qu'on peut acheter en été aussi parce qu'elles n'ont pas de laitance, parce que le consommateur n'aime pas croquer dans une huître qui va couler. Et le lait qu'il y a dans les huîtres, c'est les gamètes et les ovules que vont produire les huîtres avant de se reproduire en mer. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que vous mangez, c'est ça. Moi j'aime bien quand ça explose dans la bouche. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est pas méchant, c'est pas dangereux, c'est pas malsain, c'est pas... ça ne fait aucun mal à l'être humain de manger ces huîtres laiteuses. Comment on dépasse ce statut de Gaulois d'Etel alors Est-ce que d'autres vous suivent? Est-ce que vous partagez les mêmes Il y a une petite techniques association qui s'appelle Ostréiculteurs Traditionnels qui travaille de cette façon-là, qui interdit les huîtres d'écloserie, avec du captage naturel, donc d'huîtres nées en mer. Le point commun, c'est ça. Ensuite, c'est le consommateur en fait, qui va faire qu'on va continuer de travailler parce que de plus en plus, avec le bouche à oreille, on sait, les gens veulent savoir ce qu'ils mangent. On a conscience que la planète a une finitude quelque part et qu'on veut essayer de protéger tout cet ensemble de choses. On veut nourrir nos enfants, on veut leur laisser quelque chose. Les gens s'informent, se renseignent et c'est le bouche à oreille qui fait qu'on a, grâce à Slow Food par exemple, énormément de gens qui appellent, qui veulent savoir ce qu'on fait, comment on travaille et qui acceptent de payer le prix de transport qui peut être plus élevé de la Bretagne vers l'est de la France, le sud-est, etc. Parce qu'ils veulent manger ces huîtres-là qui sont faites de façon respectueuse de l'environnement et aussi humainement, parce que nous, on est une toute petite entreprise, ça fait longtemps que c'est amorti. On a créé un emploi à temps plein depuis qu'on travaille comme ça, parce que ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre aussi. On n'a pas trop de machines. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple au final, de logique et de bon sens.
Merci Tiffany. Et j'aime bien chacun vient un tour de rôle, c'est un peu Star Academy. Prochain candidat. Bravo Tiffany. Avant d'autres questions, vous en avez peut-être vous-même, ou des commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire qui veut intervenir. Ben oui, madame, ouvre le feu. Attention, elle est audacieuse, héroïque, courageuse. C'était par rapport à l'ostréiculture. Comment est-ce que vous gérez les possibles pollutions, justement? Parce que, évidemment, vous dites on fait du naturel, bien sûr, traditionnel, mais là, dans la RIA, comme partout ailleurs, vous devez bien être confronté à des problèmes de pollution. Tout à fait. La RIA d'Etel, en fait, Jean-Noël pourrait en parler aussi bien que moi, même mieux que moi, puisqu'il l'a vécu. C'est lui, ils ont monté la structure du bassin versant de la RIA d'Etel. C'est instauré un dialogue entre les agriculteurs et les ostréiculteurs. Parce qu'en fait, la première pollution marine en mer, on avait l'impression que c'était tout ce qui était rejet de l'agriculture. Or, il s'est avéré au final que c'était plus l'industrie touristique. Plus il y a d'habitants, plus il y a d'eau sale ou d'eau usée. Donc c'est toute une politique de restauration du réseau sanitaire qui s'est mise en place et de dialogue avec l'agriculture, de connaissance des métiers des uns et des autres pour que, par exemple, ils ont mis en place des bandes enherbées. On sait qu'une bande enherbée va filtrer tout ce qui va descendre de la terre avant d'arriver en mer et permettre d'avoir une eau propre au final. Donc on a récupéré une qualité d'eau. Là, actuellement, c'est une qualité d'eau en A. Il y a plusieurs classements en qualité d'eau, A, B, C, D. D étant insalubre, évidemment. Et elle est toujours soumise à des analyses que fait Ifremer. Tous les mois, il y a des analyses qui sont faites. Et nous-mêmes, nous sommes soumis à un autocontrôle, à la fois de nos huîtres et de l'eau dans laquelle on met nos huîtres, dans les bassins, pour être sûr qu'il n'y a pas de nocivité pour l'alimentation. Il y a des huîtres, Yvon, à Cancale? Bientôt. Olivier Rollinger. Pardon? Elles arrivent chez vous, les huîtres de Tiffen et Jean-Noël? Moi, il se trouve qu'à Cancale, si jamais je me fournis en huîtres en Ailleurs dehors que dans la baie de Cancale, je peux finir avec une fourche dans le dos. Ok. Ne bougez pas. Il y a des ostréiculteurs traditionnels à Cancale. Oui. Des remarques, des questions? Qui veut... Je sais pas. Non, je crois que vous leviez le... Oui. Catherine. Il y a une question que j'ai assistée hier à l'université. On m'entend là? J'ai assisté hier à l'université paysanne. Et il y a une question que je voulais poser, mais qui se pose également ce soir. C'est sur la quantité de la nourriture qu'on mange. C'est-à-dire, je crois que les lobbies de l'alimentation nous ont habitués à manger beaucoup et nous ont mis dans l'esprit qu'il fallait manger une certaine quantité pour avoir l'impression d'exister et de bien vivre. Mais je crois aussi que l'agriculture biologique, tous ceux qui font tous ces efforts pour faire une belle alimentation, sont confrontés à l'avidité aussi du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, il veut manger beaucoup parce qu'il n'a pas appris qu'il fallait peut-être manger moins. Alors voilà, je trouve que ça, c'est un débat qui est important. Et pour la santé publique. Et il y a un manque de pédagogie autour de ça, je crois, un manque d'information. Voilà. C'était Catherine. Carlo, Olivier, Tiffen, Stéphanie, je vous laisse répondre, apporter un complément d'information. Carlo. Je suis totalement d'accord. Avant de venir ici, j'ai pensé la nouvelle campagne mondiale qui va faire Slow Food. Et c'est une campagne qui dit à toutes les personnes de le pays occidental, des pays du nord du monde, de réduire de 50% la consommation de viande. Alors je dis, je vais à la vache nantaise, on peut dire qu'il doit réduire la consommation de viande. Oui, nous devons réduire la consommation de viande de 50%.
c'est une dimension individuelle très importante. Et nous devons commencer à penser que le mot consommateur, ce n'est pas un mot bon, c'est un mot mauvais. Il a seulement 13 siècles. Le mot consommateur, il est né après la révolution industrielle et la chose plus importante, ce n'est pas que nous sommes consommateurs contre les producteurs. Nous sommes tous ensemble des citoyens. Et dans le même temps, nous avons la nécessité de devenir coproducteurs. Qu'est-ce que signifie être coproducteur? Signifie connaître le travail qu'il fait, connaître les valeurs de son travail et aussi connaître les valeurs de la nourriture. Parce que dans les derniers 50 ans, dans notre pays, la nourriture il a perdu valeur, seulement le prix. Et les valeurs, c'est une chose différente de le prix. Les valeurs, c'est le paysage, les valeurs, c'est le travail des personnes, les valeurs, c'est la socialité, les valeurs, c'est la santé. La nourriture, il a perdu valeur parce que tout le monde il était sur le prix. Et le prix, il a l'exigence de la quantité. Et la quantité, il va détruire la situation globale. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, la madame? C'est vrai, c'est vrai. Nous avons une situation ridicule. La situation actuelle de la production alimentaire, c'est ça. Que les personnes riches, ils mangent bien des produits paysans et artisanaux réalisés pour des paysans pauvres. Et les paysans pauvres, ils mangent mal avec une agriculture intensive qui est faite pour des multinationales et des agriculteurs très, très, très riches. Ça va pas bien. Alors, quelle est la situation? La situation, c'est ça, que nous devons écouter bien la réalité qu'il dit, que beaucoup de personnes il va dire, oh, tu manges bio, tu manges les produits très bons, c'est une élitiste. Les personnes pauvres ne peuvent pas manger comme toi. C'est ça, è una menzogna. C'est ça, c'est pas vrai. Le droit à manger bien, c'est le droit de tous, pas seulement des personnes riches. Alors, la réponse, c'est ça. C'est démocratiser la qualité. La démocratiser. Et alors comment Et réduire réduire la consommation. Quand je suis né dans mon pays, en Italie et aussi en France, tous ensemble, nous mangeons 22 kilos pro capite par an. Maintenant, nous allons à la consommation en Italie et même ici en France, 92 kilos. Mais il est exagéré une chose comme ça. C'est pas durable. Et dans le même temps, nous avons augmenté la consommation et nous avons perdu les races autochtones, nous avons perdu le paysan, il n'existe pas plus les paysans, nous avons perdu la biodiversité. Alors nous devons réfléchir et retourner. Manger mieux, manger moins. Mangiate meno, mais manger bien. Donner valeur à la nourriture. Donner valeur à la nourriture, on doit penser que nous devons payer pas cher, payer le juste, payer son travail. Son travail n'est pas paragonable à une dimension industrielle. Et son travail, c'est une dimension de sentinelles des environnements et nous avons besoin de ce travail. Alors, la situation, c'est très simple. Reconduire le citoyen à être coproducteur et à respecter le travail des autres avec un dialogue, avec la connaissance de son travail et pour redonner valeur à la nourriture. Alors,
je pense que le message est de réduire. Ici, dans notre monde, de 50%, le consomme de viande, c'est une chose que nous devons faire pour respecter les environnements. Mais attention, nous devons réduire notre consommation et dans le même temps permis à notre frère africain qui consomme 5 kilos de viande pour année, 5 kilos, d'augmenter un petit peu. Contraction par nous et convergence par les autres. C'est ça, c'est la politique. Mais où nous allons écouter une politique comme ça? Tous les ministres de l'agriculture sont les ministres pour la production massive. Ils ne peuvent pas faire des raisonnements comme ça. Et dans le même temps, s'il arrive, les immigrants, ils vont détruire notre civilisation. No, questa non è politica, questo è un disastro. Surabondance, suralimentation, boulimie, d'une certaine manière, qui devient presque un geste traditionnel, une habitude, comme le disait Catherine. Il y a aussi une économie. J'aime bien votre expérience, mais vous n'êtes pas le seul, Olivier, à décrocher, à raccrocher vos étoiles. Il s'est passé que, en fait, vous en aviez marre d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de rendre des comptes, d'être sous pression. Vous avez perdu le sens de votre travail. Il était dénaturé sans jouer nécessairement sur les mots. Vous aviez perdu quand même ce sens de l'authenticité. C'est l'économie. C'est parce que vous étiez dans un monde de compétition. Alors, je pense que c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. Je suis désolé, mais cette question-là ne me convient pas. Parce que moi, j'ai décroché il y a maintenant juste 10 ans, et c'est avant tout un problème de santé. Mais le fait de décrocher m'a permis de porter un autre regard sur notre profession. Et je me suis engagé là pour déjà maintenant depuis 6-7 ans. Et je me promets encore de m'engager encore quelques années. En prenant en charge en particulier les 550 meilleurs chefs dans le monde qui sont dans l'association des relais châteaux à travers 62 nationalités, pour tout d'un coup porter un manifeste à l'UNESCO qui a été reconnu par l'ambassadeur des droits de l'homme dans le monde avec 20 engagements qui se rapprochent des producteurs. Et mon rôle aujourd'hui, c'est surtout de sensibiliser l'ensemble de la profession, à quelque niveau que ce soit, en particulier on ne peut pas suivre des guides, quels qu'ils soient, lorsqu'ils sont simplement financés par ces multinationales dont on parlait tout à l'heure, et en particulier par la grande surface de la restauration, qui est d'une société comme Métro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va défendre les petits producteurs et dire tiens, moi j'ai tant d'étoiles et je vais aller faire mes courses chez Métro. Il y a un moment donné, la première liberté du cuisinier, comme de tout mangeur, lorsque vous rentrez à la maison et que vous cuisinez, la première liberté, c'est le choix du produit, le choix du producteur. Donc il est hors de question que l'ensemble de la profession se trouve maîtrisé par une centrale d'achat. C'est quoi une centrale d'achat? C'est une dizaine de personnes. On sait qu'en France, il y a 4 grandes centrales d'achat, donc 40 personnes, qui nourrissent 85% de la population qui vont dans les grandes surfaces. À partir de là, et là encore, très modestement, avec beaucoup d'humilité, on essaye d'engager ce mouvement, évidemment, au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Parce qu'on parle du libre-échange, mais parlons-en du libre-échange. Mais on n'en veut plus du libre-échange, on veut du juste échange. C'est ce dont nous avons besoin. On voit effectivement une partie du monde qui a besoin de s'alimenter et qui est dans une malnutrition, et on voit l'autre partie du monde qui part dans des problèmes d'obésité et problèmes d'empoisonnement, d'une certaine manière, avec une alimentation. Si on ne prend pas les choses en main, l'alimentation est au cœur des enjeux de notre société. Enjeux environnementaux, enjeux sociaux, enjeux économiques. On voit quand même cette fracture avec le monde agricole, même cette fracture et ce déchirement entre même des agriculteurs, des gens qui devraient simplement s'occuper du garde-manger. Une fracture culturelle, donc une dimension des problèmes culturels, et enfin de santé publique.
lorsqu'on en a dit ça, on ne comprend même pas que les politiques ne prennent pas à bras-le-corps la notion de l'alimentation, qui est la vie, et de dire, mais oui, tout à l'heure je racontais... C'est pas un sujet électoral, vous le savez. Non, mais John Fitzgerald Kennedy, par exemple, en 61, déjà, lorsqu'il a vu le désastre et les maladies collatérales liées à l'obésité, lorsqu'il a vu cette jeunesse américaine, dans son programme, le gars, à l'époque, il n'y avait pas de communicant, savoir ce qu'il fallait faire pour plaire à la galerie, ces choses-là. Il part, il prend une décision, il l'écrit, il dit « L'éducation physique sera obligatoire dans toutes les écoles américaines. » On parle d'écoles privées. Le gars, on l'a pris pour un dingue. Il fallait monter des gymnases, former des professeurs d'éducation physique. Mais cette France, qui est le pays théoriquement des droits de l'homme, devrait d'abord être le pays du droit du bien manger. Évidemment, on regarde évidemment nos amis italiens, mais le pays du droit au bien manger. Et qu'est-ce que le pays au droit du bien manger? Eh bien, et si dans l'éducation nationale, on nous parle d'éducation sexuelle, on nous parle d'éducation machin, et si l'éducation alimentaire pouvait un tout petit peu rentrer dans les écoles de la République, de 6 ans à 16 ans, c'est expliquer ce qu'est une graine. La magie, on peut avoir tout le plus logiciel, le plus grand jeu extraordinaire, mais de prendre une graine qui a 1 an, qui a 10 ans, qui a 1 siècle, et qui d'un coup va germer dans les conditions, et va faire un brin, va faire une herbe, va faire une plante, va faire un arbre. Mais ça, c'est la magie de la vie. Expliquer un potager dans toutes les écoles, c'est pas grand-chose. Que le jardin des Tuileries devienne le plus beau potager de France, plutôt que un tas de gravillons, de crottes à chiens qu'il y a devant le CTB. Il faut reprendre le sujet, expliquer dans des écoles à des enfants ce qu'est les sciences naturelles de la vie. Et oui, pour la vie, je vais tuer, je vais élever, je vais cultiver, Et puis, la géographie, d'où vient ce fameux haricot qui fait notre cassoulet, qui fait la fierté de la cuisine française? Et toute sa franchouillardise. Mais le haricot, le cassoulet, c'est un plat extraordinairement exotique. Que serait-il sans le haricot d'Amérique du Sud? Je ne parle pas d'ananas, du maïs, de la pomme de terre, de la fraise, de la tomate, de l'aubergine et tant d'autres. Que serait notre cabas sans, finalement, le métissage du monde? C'est la belle histoire de l'humanité, l'histoire de l'alimentation. Et puis, d'expliquer pourquoi un enfant va manger cachère, pourquoi un enfant va manger halal, pour expliquer le monde des civilisations. Tout ça autour de l'alimentation. Mais c'est toute la vie, toute l'éducation et un mot, simplement, une véritable civilisation. Et le bon sens doit nous amener à retrouver une véritable civilisation. Je vote encore Rollinger, hein, décidément. C'est une manie maintenant. À propos de ce qu'Olivier disait sur l'éducation, qui me paraît essentielle, Carlo, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais il y a un label qui a été créé en France, qui n'est pas réservé d'ailleurs à des écoles privées et écoles hors contrat, qui s'appelle les éco-écoles. Oui. Et le principe sont des écoles publiques qui ont remarqué, il y a des gens intelligents et heureusement, sinon le monde serait abruti et invivable, que l'attention des enfants était très parcellaire. Sur une demi-journée, l'après-midi, après une matinée de travail, c'est quasi impossible. Donc on va faire une chose, le cours de SVT, ce que vous disiez, il va se faire dehors. On a un petit espace, si on peut avoir un petit potager et emmener les enfants, savoir comment on sème, comment ça pousse, ce que ça donne, pendant combien de temps, un petit bassin avec des poissons, découvrir la vie à côté. Et évidemment que la cantine devienne les travaux pratiques de ce que l'on a pu apprendre justement la veille ou l'avant-veille. Parce que cette dimension locale et de retrouver simplement le sens de la vie, quoi. C'est simplement le vivant. Et on parlait le naturel, la vie, mais le vivant que l'on a dans le pain, que l'on a dans la crème, que l'on a dans le beurre, que l'on a dans le gouel, que l'on a dans un fromage, que l'on a dans... Enfin, ce vivant, bon sang, mais... il est là, il est l'essentiel. Et puis, il y a un point que, quand même, j'aimerais réactiver, parce qu'on parle de producteurs. On parle, moi, je disais, je me suis nourri des écrits de Pierre Rabhi, mais on parle rarement du dernier maillon, c'est qu'on peut faire les plus beaux produits, mais à un moment donné, il faut les cuisiner. Donc, la première manière de tourner le dos aux multinationales, à l'agro, à l'industrie, qui n'aurait jamais dû être une industrie d'alimentation, n'est pas une industrie. L'alimentation, c'est la vie. Mais ça appartient à chacun d'entre nous. Mais pour ça, il faut faire ce qu'on appelle de la cuisine. De la cuisine.
Alors vous allez me dire, on n'a plus le temps de cuisiner. Alors, je sais, je suis un défendeur de 68, moi j'en suis de cette génération-là. Mais on a quand même, par rapport au monde féminin qui s'est extraordinairement... et là j'aborde des sujets, paf, paf, un peu délicats. Mais j'y vais, parce que comme tout à l'heure j'ai eu un bon point, je continue. Je dis, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les grands-mères font souvent plus de jogging, voire de marche à pied, voire du lunch coat, que des confitures. Parce que cette génération, il y a eu toute une génération où finalement cuisiner, ouais, alors ça c'était bon pour ma mère, moi tu vois, je suis une femme émancipée, libre, machin, donc la cuisine, ça c'était pour la grande-tante, pour la mère, mais moi... Et il y a eu effectivement, il y a quand même une fêlure là. Il y a quand même une fêlure parce qu'on a oublié le cahier, vous savez, ce fameux cahier qui traînait dans la cuisine de toutes les maisons de France, où on avait les recettes de la grand-mère, la grand-tante, chacun avait son truc, comment on faisait son 4 quarts, comment on faisait son... Ça, c'était aussi, c'était un véritable patrimoine, un véritable recueil. La cuisine, effectivement, s'écrit. Et là, il y a eu une cassure, parce que lorsque l'on laisse à d'autres, qui n'ont justement pas cette bienveillance de nourrir l'autre, c'est-à-dire qui sont plutôt axés avec un seul objectif. Hein. Ce n'est pas un seul objectif, un seul, la rentabilité, le profit. Ce n'est pas pour que vos enfants soient beaux, grands et forts. Et donc, il faut recuisiner. Alors, on dit, on n'a pas le temps. Alors, l'autre jour, je me retrouvais, alors effectivement, c'était plus parisien, il y avait toute une clientèle, c'était avec Télérama, il y avait plein de femmes qui disaient, et alors, on disait, oui, mais le cuisine, on n'a plus le temps, on n'a pas le temps de cuisiner, c'est trop long de cuisiner. Alors déjà, on passe son temps aujourd'hui avec les ordinateurs, les machins. On est gourd avec ses doigts, mais de prendre un poireau, une pomme de terre, une carotte, simplement de faire une soupe le soir, mais c'est quand même merveilleux. Alors on disait, oui, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Puis j'ai demandé comme ça, bon, combien de personnes font du jogging? 85% faisaient du jogging. Combien de personnes font du yoga? Ah, du yoga, alors là on était à 60%. Et alors combien font de personnes de la méditation? Alors là on était à 55-60%. Alors je me dis, tout ça c'est très bien, c'est s'occuper de soi. Mais et si on faisait un peu plus de jardinage? Et si on faisait un peu plus de cuisine? On ferait du bien à soi-même, à ceux que l'on aime. Ça peut être un yoga. À la planète. Et évidemment à l'ensemble aussi des producteurs. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup un autre cercle vertueux. Donc c'est une autre manière d'aborder l'alimentation, mais quand on parle d'alimentation, parlons cuisine. Parce que quand on voit le nombre de carottes râpées, de lasagnes, de sauce tomate en ce moment, mais faites-la votre sauce tomate. Il y en a encore plein. Et puis on en a marre de la truc de tomate. Mais on en fait des sauces tomates pour tout l'hiver. Mais n'achetez plus de sauce tomate. Vous allez en manger des pâtes encore pendant l'hiver. Et vous allez la regretter, la sauce tomate que vous n'avez pas faite la semaine prochaine. Donc faites de la sauce tomate. Il faut cuisiner. Donc je vous apprends, Olivier Rollinger est nommé ministre de l'Alimentation. Stéphanie, vous vouliez intervenir. Oui. Sur la question des initiatives auprès des scolaires, il est évident que c'est une évidence parce que c'est eux la future génération, mais ce n'est pas la génération actuelle qui remplit le caddie. Donc en fait, je suis un petit peu moins optimiste que vous, parce que les scolaires actuellement à qui on fait des potagers, des machins comme ça, eux n'auront le pouvoir d'achat pour décider ce qu'ils achètent que dans 15 ans ou 20 ans. En fait, c'est à leurs parents qu'il faut parler et c'est un public qui est très difficile d'accès. Enfin, je pense à ça parce que, en fait, là, c'est un super public parce que vous êtes tous conquis d'avance par ce qu'on va dire. Ils sont sympas, ils sont bretons. Non, mais c'est super génial. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, ça sert à rien que vous disiez, vous, de faire des sauces tomates. Je pense que vous avez des potagers d'enfer, tous en permaculture et en trucs vachement bien. En fait, ceux qui auraient besoin d'entendre votre discours, c'est les gens à qui on n'a pas accès. Je ne veux pas stigmatiser, mais dans le coin où je vis, qui est donc dans le centre-Manche, qui est le lieu où on trouve les plus magnifiques et diversifiées productions alimentaires, puisqu'on a un littoral, on a des huîtres, on a des légumes bio, on a les 2 plus gros producteurs de légumes bio de France dans mon canton.
on a du lait bio ou pas bio, on a donc des légumes, du cidre, des produits laitiers. C'est une zone de production incroyable, fertile. Et pourtant, dans un rayon de 20 km autour de chez moi, il n'y a pas de vente à la ferme, parce que chaque fois qu'un d'entre nous essaie de faire de la vente à la ferme, personne ne vient nous acheter nos produits. Et les gens qui vivent autour de chez moi vont à l'Intermarché, et alors ils remplissent évidemment leur caddie avec de l'Oasis, des biscuits apéro abominables, et dès qu'ils sortent du supermarché, ils boivent directement leur bouteille d'Oasis comme s'ils étaient en manque. Et en fait, c'est ces gens-là à qui il faudrait qu'on s'adresse, là, à nous tous, et c'est à eux qu'on n'a pas accès. Enfin, je ne sais pas comment le dire, parce que c'est vraiment très frustrant comme constat. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas les magazines que nous avons envie de lire, ils ne lisent pas Télérama, ils ne posent pas la question à leurs enfants le soir, « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?»« Ah, vous avez fait un potager, raconte, est-ce que tu as ramené des graines ?» Et en fait, ce sont des gens qui sont... Il y a clairement un problème de culture, c'est-à-dire qu'ils, même s'ils nous écoutaient, en fait, ils n'entendraient probablement pas tout ce qu'on dit. Et ce sont des gens qui sont à la merci des discours publicitaires, parce que pour eux, quand ils achètent des knackis ou des biscuits apéro, ce sont des aliments, ce sont des marques doudou pour eux. Ils ont l'impression qu'ils peuvent se faire plaisir, qu'à moindre frais, ils peuvent améliorer un petit peu leur cadre de vie et que leur apéro du vendredi soir et du samedi soir, c'est sacré. Et les mères de famille qui remplissent leur caddie d'horreur, elles n'ont pas l'impression de commettre un crime ni contre les agriculteurs comme moi, qui ne vivent pas bien autour de chez eux, ni contre leurs enfants. Elles ont l'impression qu'en achetant des knackis et des je sais pas quoi, des machins perdodus, elles ont l'impression de faire un acte d'amour pour leurs enfants parce qu'elles vont acheter la marque que leur enfant ou que leur mari a réclamée. Donc il y a vraiment une grande dichotomie dans l'acte de faire à manger ou dans l'acte de d'acheter une marque plutôt qu'une autre. Donc on ne peut pas les blâmer de quoi que ce soit. C'est leur manière différente de la nôtre d'exprimer leur amour. Et en fait, c'est dur de les atteindre. Et je trouve que ça devrait être ça, notre finalité et notre rôle à nous. Ce n'est pas de parler à vous, parce que vous êtes convaincus, parce que vous êtes là. Et c'est là qu'on se heurte à un truc, à un mur horrible. C'est que si ces gens ne font pas l'acte volontaire de lire nos livres ou de venir visiter nos fermes, comment s'adresser à eux? On ne fera pas le poids par rapport à tous les messages envoyés par la publicité et par les grandes marques. C'est terrible. C'est l'éternel problème. Alors ici, c'est de l'entre-soi de qualité. Je suis un peu faillot avec vous. Et puis on est à grande échelle avec une fête de cette dimension-là. On est souvent dans l'entre-soi. L'avantage, c'est que chaque personne peut devenir un ambassadeur de ses propos. On ne garde pas ça pour soi. Si on est là, c'est pour partager aussi des points de vue. Et ça, on peut le répercuter à l'extérieur. Mais il y a une chose qui est décisive aujourd'hui pour cesser d'entendre ce qu'on entend dans les débats publics. Récemment encore, un ancien président de la République était interrogé sur France Culture. On lui parlait d'urgence écologique. Il a dit « Et vous pensez que l'emploi, ce n'est pas une urgence? Et les migrants, ce n'est pas un dossier urgent ?» Et se dire, ouais, d'accord, ok, au revoir, monsieur, à bientôt, enfin, ou à jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on dit qu'il y a une urgence écologique, qu'on est en train de prendre de plus en plus de degrés dans la tête, avec une biodiversité qui est en train de s'étendre, d'exploser. Je ne parle pas uniquement de la chasse, c'est un autre sujet, ou de la pêche industrielle, qui existe encore par endroits, mais de la réalité dont on ne veut pas tenir compte encore, sinon en louvoyant. La seule solution, c'est le mouvement citoyen. Regardez de quelle façon spontanée c'est créé la marche pour le climat. C'est complètement spontané. Imaginons une marche citoyenne. TF1 va en parler. On ne sera plus dans l'entre-soi. Parce que TF1 ne fait pas beaucoup pour l'agroécologie, par exemple, mais là, ça va changer. Oui, mais c'est vraiment très frustrant quand on n'est que comme une toute petite bergère. Comment faire pour que cet élan qui est palpable, effectivement, ces envies de nombreuses personnes, comment les transformer en décisions tangibles de la part d'une poignée de ministres? Parce qu'en fait, c'est un constat vraiment horrible, mais sans des décisions politiques à un moment, on ne peut pas... Moi, j'en suis pas ce que je veux dire, c'est par exemple, si juste des lois pour que la publicité des grandes marques pourries soit mieux cadrée ou qui ont encore en plus gros des grands warnings avec des feux rouges et des machins. Mais même cette loi qui voulait, je ne sais plus comment ça s'appelle, les produits devaient être étiquetés avec un feu rouge, un feu vert, un feu orange. Même ça ne passe pas. Merde, quoi. C'est vachement frustrant parce qu'on ne sait plus par où.
Par où on peut attaquer quand on n'a pas les moyens politiques et pas les moyens réglementaires? Olivier et Carlo. Pardon. Carlo, allez-y. je t'en prie, Carlo. Bon, Carlo, vous aviez demandé la parole en premier. La bataille de l'éducation alimentaire, je pense que doit être une bataille européenne. L'Europe, il a besoin que tous ensemble, nous allons à proposer pour la prochaine année qu'il a l'élection l'idée d'une éducation alimentaire. C'est ça, c'est fondamental pour comprendre le vrai esprit de l'Europe. Alors, le jardin potager, l'autre année, Slow Food en Italie, il a ouvert 1000 jardins potagers dans l'école italienne. Et je suis impressionné que dans ce pays, que j'ai regardé beaucoup des années avant comme un pays qui donne des idées, je me rappelle la semaine de goût. Je me rappelle un personnage comme Puissé, un personnage d'importance mondiale. Maintenant, il est tout tranquille. Pourquoi? Vous avez un autre personnage qui s'appelle Edgar Morin, qui sur l'éducation, il a dit ces choses que nous disons. Où est Edgar Morin? Où est Puissé? Où est la France? C'est ça, c'est une chose ridicule. Alors, s'il n'est pas possible en France, s'il n'est pas possible en Italie, il est possible et nous devons faire sa bataille en Europe. Et demander à tous les candidats qui veulent aller à Bruxelles de donner une expression sur la question éducative alimentaire. C'est ça, c'est une petite chose que nous pouvons faire. Petite chose que nous pouvons faire. Et quand les enfants, les élèves, ils vont dans les jardins potagers, ils deviennent éducateurs de sa maman et de son père. Maman, pourquoi tu m'as procuré les fraises qu'il n'est pas la saison des fraises? Alors, nous devons faire ça. Et la même chose, il a raison, il doit être dans les cantines. Les cantines de toutes les réalités sociales sont des business pour des grands cuisiniers, non grands cuisiniers, grandes entreprises. Non, nous devons faire de la cantine une part de l'école où le jeune masculin, il va à servir les femmes et il travaille au niveau des parités. Maintenant, il n'est pas comme ça. Maintenant, il a le jeune homme qui veut faire le chef et les femmes qui les maman à la maison. C'est ça, c'est ridicule. Non, c'est pornographie alimentaire. Alors, nous avons besoin d'une dimension cuisinier dans les cantines, dans l'école, où les enfants, les petits hommes, les petites dames, ils travaillent ensemble et comprendre que ce travail, c'est un travail éducatif, très important. Et c'est ça, et peut-être la base de l'éducation. Il n'a pas une éducation si nous n'allons pas engager personnellement. Il a raison. Le jardin potager, que les enfants ils touchent, ils regardent, il est mieux qu'une leçon de sciences. Tu fais une leçon de sciences. Non, c'est ça. Et c'est ça peut-être une chose que nous devons faire, tous ensemble, cuisiniers, paysans, journalistes, une campagne pour l'éducation alimentaire. Seulement ça. Très juste. Et Olivier, dernier mot, Monsieur le Ministre. Non, mais on parle, et puis il faut parler concrètement. Je veux dire qu'il y a une dimension économique, évidemment. Mais quand on voit quand même les aides qui sont allouées qui sont destinées à l'agriculture intensive, à l'élevage intensif, avec les conséquences que l'on peut avoir en aval,
Donc le coût, il est 2 à 3 fois le prix qu'il est, alors qu'on supprime les aides à l'agriculture biologique, alors qu'on a mis en place les états généraux de l'alimentation qui y étaient la grande surface, quelques représentants, aucun cuisinier, aucun responsable, tout ça a accouché d'une souris. Donc effectivement, on est un peu... Si c'est une souris d'agneau, c'est bien. Mais... Oui, bien évidemment, mais je veux dire qu'il y a... Mais il y a des choses assez simples. Mais pourquoi, par exemple, les produits bio, même si moi, cuisinier, je considère que bio n'est pas suffisant, mais probablement nécessaire. Mais pourquoi on ne supprime pas simplement déjà la TVA sur tous les produits bio, plutôt d'aller taxer les autres? Il suffit d'enlever cette taxe qui ne correspond à rien à des produits qui effectivement engendrent moins de conséquences que d'autres. Et puis, au-delà, cette approche globale du vivant, elle doit nous interpeller pour les générations à venir, mais surtout, la nature, la mer, la terre sont en danger. Il y a urgence. On parle, il faut que ce soit l'Europe. Moi, je dis OK, l'Europe. Mais que de rêves brisés déjà. Je pense que ça se passe surtout déjà dans des endroits, à des moments comme ceux que nous vivons en ce moment, à une toute petite échelle, à l'échelle de l'abeille par rapport à la multitude de ces ruches. Nous sommes atomisés. Et là, c'était à Turin, José Bové disait, avec toutes ses contradictions, mais quand même aussi avec son bon sens, disait, répondant à une question d'une journaliste qui disait « Oui, mais ces gens-là, ces multinationales, ces holdings, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont tellement argentés, ils sont indéboulonnables. » Et il a répondu « Oui, ils sont quelques-uns, ils sont une poignée, mais nous sommes des millions et des milliards. » Et aujourd'hui, le monde, qu'il veuille ou non, est un village. Le monde est connecté. Le monde est connecté à jamais. C'est pour ça que l'Europe ne fait pas rêver une jeunesse, parce que ce qui la fait rêver, c'est le monde. Et dans des périodes comme nous vivons actuellement, il y a ce vieux monde qui tarde à disparaître. Il y a ce nouveau monde qui tarde à apparaître. Et entre les deux, les monstres apparaissent. On les connaît, les monstres. On va simplement en citer un ce soir. Monsieur Trump, mais tant mieux qu'il existe, parce qu'aujourd'hui, on sait où se trouvent deux partis. On peut faire fi des religions, des partis politiques. Il y a deux mondes. Il y a les terriens et les antiterriens. On connaît aujourd'hui le chef des antiterriens, qui n'en a rien à faire de l'autre, qui n'en a rien à faire de la terre, qui n'en a rien à faire de la mer, du climat, de ces choses-là. Ça l'importe peu. Ce sont les antiterriens. Alors, que les antiterriens se dévoilent comme ils peuvent le faire, tant mieux, parce que nous, je suis persuadé que les terriens, nous sommes plus nombreux et que nous allons gagner. Et puis je vais terminer parce que tu parlais tout à l'heure de Rousseau. Bien moi, simplement, et c'est mon ami Michel Brun qui me l'a soufflé ce matin, cette phrase merveilleuse de Rousseau, qui dit, non, de Lamartine, pardon, et qui dit, la nature est là. Elle, qui t'invite et qui t'aime. Point. Merci. Patrick, oui. 2 secondes, s'il vous plaît. Je demande, comme on le fait chaque jour, à Patrick, Patrick Paul, de venir pour le petit tour d'horizon de ce rendez-vous. Merci. Bonne soirée. Merci pour les intervenants. Merci pour les intervenants et ces discours pleins d'espoir. J'ai conclu très rapidement hier mon intervention en parlant de ce jeu un petit peu contradictoire du titre entre université et paysanne. Je vais me répéter quelques instants.
parce que l'université, son étymologie l'indique, va vers l'universel. Elle est tournée vers l'universel, donc vers le global. Et le paysan est beaucoup plus tourné vers le local, les singularités. Lorsque Laurent Chalais a pensé à dynamiser une université paysanne pour cette rencontre, j'ai trouvé l'idée tout à fait remarquable, mais ça n'était pas simplement un échange, un espace d'échange. Il a insisté sur la palabra, excusez-moi parce que je parle portugais aussi, sur la parole université paysanne. Et il m'a demandé d'essayer de faire jaillir une certaine synthèse de ces échanges. Ce que j'ai pu faire comme synthèse de tous ces échanges tant hier qu'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les représentants ici des tables rondes, enfin des participants, ainsi que les gens qui sont ici présents, sont tous des convaincus, bien évidemment. Ce sont des militants du local, de la biodiversité, des espèces locales, tant au niveau des animaux que des plantes, etc. Mais tout le monde l'a dit aussi, on est dans un enjeu de mondialisation, on est les paroles de combat ont été utilisées, et toute la question se pose de savoir si les mouvements émergents, les réseaux qui se constituent, ne sont pas, c'était posé comme question, le pot de terre contre le pot de fer. Donc je soulève cette question-là, c'est-à-dire comment essayer de résoudre une contradiction entre l'universel et le singulier, entre le quantitatif et le qualitatif, entre le monde de la compétition, qui est celui des multinationales par exemple, et le monde de la coopération. Il y a de toute façon il y a un très grand mouvement historique qui va dans la direction de ce pouvoir de l'universel. Depuis la révolution industrielle, ça a été cité. Un autre élément, c'est Darwin et la sélection naturelle, qui sont, semble-t-il, dans le registre de la compétition. On sait aujourd'hui que le monde végétal est avant tout de la coopération et non pas de la compétition. Mais les esprits ont été très marqués. À la fin du 19e siècle, avec toute la pensée positiviste, qui va vers les clôtures, vers la séparation, et par exemple l'élimination d'un certain nombre de savoirs qui ont été avancés ici, les savoirs tacites, les savoirs expérientiels, les savoirs traditionnels, qui ne font plus partie de l'université aujourd'hui. Les catégories disciplinaires excluent tous ces savoirs humains, et parce que tout simplement l'humain a été transformé en objet. Ce sont toutes les méthodologies de la pensée académique. Ça a du sens. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. C'est-à-dire ce sens est très productif de savoir, de connaissances, mais ces connaissances et ces savoirs sont des connaissances et des savoirs séparés. Donc il est tout à fait pertinent de mettre des agrotoxiques dans un champ et de détruire avec des pesticides. C'est évident, mais parce qu'il n'y a pas du tout la vision de la globalité qui est inhérente également à ce type d'utilisation. Donc la question se pose de comment articuler en réalité ces différents savoirs. Comment changer, ça a été utilisé par Carlo, de paradigme. Qu'est-ce que c'est un paradigme ? Ce sont des mots un peu académiques, un peu scientifiques. Un paradigme, c'est associé à une pensée dominante, en général implicite, c'est-à-dire qu'on est tous conditionnés par ce type de pensée sans le savoir. Par exemple, si je vous dis que si vous avez des problèmes, c'est la faute de vos parents, ça semble assez logique, parce que c'est un paradigme dans la psychanalyse. J'ai vu une spécialiste des expériences psychanalytiques. Et voilà, parce qu'il y a un paradigme, dans ce paradigme implicite du positivisme, il y a ce qu'on appelle une causalité antérieure. C'est-à-dire qu'on va toujours déterminer d'une cause antérieure. Si je suis malade, c'est parce que voilà, j'ai eu la grippe. Donc c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'il y a des conséquences aujourd'hui. Ça paraît imparable. En réalité, on sait très bien que ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a des quantités d'autres paramètres dans la complexité de la vie et des humains. Et avec ce type de pensée séparatrice,
toute la question qui s'est présentée et que nous avons là en permanence comme témoignage, eh bien, c'est qu'il y a petit à petit des réactions, heureusement. Il y a des réactions à la pensée dominante, il y a des démarches individuelles qui tentent de se sortir d'un monde de la banque ou je ne me rappelle plus, de la communication, parce que, voilà, trop c'est trop. Pourquoi ? Parce que dans ce paradigme, on est tous transformés en objet. Le sujet n'existe plus. Et redonner du sens, c'est redonner du sens au sujet et à nos subjectivités. Donc toute la question qui se pose est arrivée véritablement à changer de positionnement de pensée. Changer de position, c'est arriver, donc c'est la question du paradigme, à être un peu plus conscient de qu'est-ce que j'observe, comment je me positionne. Par exemple, je suis en train de vous observer, donc je vous vois, mais je ne vois pas derrière. Vous voyez derrière ce que moi je ne vois pas. Et la science, c'est ça, la connaissance, c'est ça. On est toujours positionné avec un certain point de vue, mais il n'y a aucun positionnement qui est universel en réalité. Et ensuite, comment je vais penser ce que je perçois. Et le changement de paradigme, par exemple, dont Carlo parle, est arrivé à percevoir les choses différemment et penser ce que j'observe de façon différente. Alors, vous êtes déjà dans le mouvement de ce changement de paradigme. Toute la question, et il y a urgence, c'est est-ce que ce changement de paradigme va concerner à un moment ou à un autre une majorité de personnes pour que la société change, ou est-ce qu'il va être trop tard ? En tant que médecin, j'ai de grandes inquiétudes, parce que quand on voit les paramètres, tant au niveau de l'écologie, de l'environnement, de la pollution, je passe de la démographie, et dans un cas plus précis qu'est le mien, des maladies, en particulier des maladies chroniques. On parle de l'obésité, mais c'est un des petits éléments parmi beaucoup d'autres. Il y a approximativement 5% d'augmentation des maladies chroniques par an. Donc la question, c'est comment une société va arriver à vivre avec seulement des gens malades. Je n'ai pas les réponses, mais je peux peut-être commencer à poser quelques questions. Et en particulier, puisque vous faisiez référence à Edgar Morin, qui est une personne que je connais, avec tout le mouvement transdisciplinaire dont je fais partie, les questions qui sont posées sur ces changements de paradigme sont véritablement des questions qui concernent comment réarticuler différemment le monde. Il ne s'agit pas d'un combat dans le sens c'est eux qui vont gagner ou nous. Parce que de toute façon, s'ils gagnent, c'est clair que les visions que nous portons seront perdantes, mais si nous gagnons, nous serons perdants aussi. Parce qu'il ne peut pas y avoir un gagnant et un perdant. Dans le nouveau paradigme, qui est celui de la coopération, de la collaboration, eh bien, il faut que tout le monde gagne, il faut que l'on arrive à croiser, à inventer de nouvelles formes de pensée qui ne soient pas simplement de tenter de combattre ce que l'on n'aime pas. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes réflexions et peut-être que demain, il y aura un certain nombre de réponses également. Merci Patrick, et n'oubliez pas de voter Olivier Rollinger. Et merci à Tiffaine Vigourou, à Stéphanie Auger et à Carlo Petrini. Grazie mille.